Donald Trump est sorti de la réunion avec les dirigeants du secteur pétrolier, convaincu d'avoir remporté une victoire historique. Devant les caméras, il a parlé d'un accord, d'investissements colossaux, de centaines de milliards de dollars qui allaient affluer vers le Venezuela, reconstruire son industrie pétrolière et, au passage, cimenter un nouvel empire énergétique américain. Dans sa version des faits, tout était simple, évident, presque mécanique. Les États-Unis avaient neutralisé le pouvoir politique vénézuélien, pris le contrôle de ses exportations de pétrole, expulsé la Chine et la Russie du jeu, et désormais les grandes compagnies pétrolières américaines allaient naturellement se précipiter pour investir au moins 100 milliards de dollars afin de remettre en marche la machine. Sur le papier, le plan semblait implacable. Dans la réalité, il reposait sur une incompréhension profonde de la manière dont fonctionne le capital privé à grande échelle, et surtout sur une erreur fondamentale. Donald Trump pensait que la démonstration de force suffisait à créer la confiance. Or, dans le monde de l'énergie, la force peut ouvrir une porte à court terme, mais elle ne remplace jamais la stabilité, la prévisibilité et la continuité politique nécessaires à des investissements qui s'étalent sur plusieurs décennies. La réunion du 9 janvier à la Maison-Blanche devait être le moment de consécration. Trump y a convoqué les dirigeants des plus grandes compagnies pétrolières américaines, leur promettant sécurité totale, protection de l'État américain et accès privilégié aux plus grandes réserves de pétrole prouvées au monde. Il leur a assuré qu'il n'avait plus à traiter avec le Venezuela, ni avec ses institutions, ni avec ses lois, ni avec ses incertitudes. Désormais, il traiterait directement avec Washington. Un président américain garantissait personnellement leurs investissements. Dans l'esprit de Trump, c'était l'argument ultime. Mais ce qui s'est joué dans cette salle n'était pas un accord. C'était une scène de théâtre politique, où le président parlait le langage du pouvoir brut, tandis que les dirigeants d'ExxonMobil, de ConocoPhillips et de Chevron répondaient dans un langage totalement différent, celui de la prudence, d'une posture calculée et d'un désengagement stratégique. Car ces dirigeants savaient une chose que Trump refusait d'admettre. L'histoire du Venezuela n'est pas une ligne droite interrompue par Maduro, mais une succession de cycles de promesses, d'expropriation, de ruptures politiques et de revanches nationales. Les géants américains ExxonMobil et ConocoPhillips n'ont pas quitté le Venezuela par caprice idéologique. Elles en ont été chassées. Leurs actifs ont été saisis. Leurs investissements ont été perdus. 2 fois de suite. Et dans le monde du capital, il existe une règle non écrite mais universelle. On peut se faire brûler 1 fois, parfois 2 fois, mais y retourner une 3e fois sans garantie structurelle revient à jouer sa crédibilité entière sur un coup de dé. C'est précisément ce que le PDG d'ExxonMobil, Darren Woods, a dit, calmement, méthodiquement, presque pédagogiquement, devant Trump lui-même. Il a rappelé que l'industrie pétrolière fonctionne sur des horizons de plusieurs décennies, que chaque investissement doit être gagnant pour l'entreprise, pour l'État hôte et pour la population locale, que sans cadre juridique stable, sans loi protectrice, sans acceptation sociale durable, aucun projet ne peut survivre. Et il a conclu par une phrase qui a tout résumé. Dans l'état actuel des structures juridiques et politiques, le Venezuela est ininvestissable. Ce mot, ininvestissable, a été repris par les médias comme un simple titre accrocheur. Mais il est bien plus que cela. Il est le diagnostic central qui détruit tout le plan de Trump. Car si le Venezuela est ininvestissable, alors peu importe que les États-Unis contrôlent les pétroliers, saisissent les cargaisons, imposent des autorités intérimaires ou promettent des garanties verbales, le capital privé ne suivra pas. Trump, de son côté, raisonne en termes de choc immédiat. Il a montré qu'il était capable de neutraliser un dirigeant, de bloquer un pays économiquement en quelques semaines, de forcer une capitulation financière par la saisie des exportations pétrolières. Marco Rubio l'a expliqué sans détour. Les pétroliers vénézuéliens étaient pleins, incapables de vendre leurs cargaisons et donc inutiles. Sans vente de pétrole, l'État devient insolvable. Sans argent, l'armée cesse d'être payée. Et quand l'armée cesse d'être payée, l'ordre politique s'effondre rapidement. Sur le plan tactique, cette stratégie est redoutablement efficace. Sur le plan stratégique,
elle est profondément limitée. Elle peut forcer l'obéissance à court terme, mais elle ne peut pas créer la confiance nécessaire à un engagement financier de 100 milliards de dollars. Et c'est là que Trump se heurte à une réalité qu'aucun slogan ne peut effacer. Investir dans le pétrole n'est pas une décision politique, c'est une décision actuarielle. Les compagnies pétrolières ne regardent pas seulement le présent, elles regardent le futur, et surtout, elles regardent ce qui se passera après Trump. Or, le plan de Trump repose entièrement sur sa propre personne. Il promet la sécurité, mais uniquement tant qu'il est au pouvoir. Il promet la stabilité, mais dans un système politique devenu extrêmement polarisé, où chaque alternance remet en cause les décisions précédentes. Il promet que les contrats seront respectés, tout en montrant qu'il est prêt à déchirer ceux de la Chine et de la Russie sans la moindre hésitation. Et c'est précisément là que le raisonnement s'effondre. Car une fois que vous établissez qu'un contrat peut être annulé par décret présidentiel, une fois que vous transformez le commerce international en extension directe de la volonté politique d'un homme, vous détruisez la base même sur laquelle repose l'investissement à long terme. Les dirigeants pétroliers l'ont parfaitement compris. Si Trump peut annuler les contrats chinois aujourd'hui, un futur président vénézuélien pourra annuler les contrats américains demain. Et un futur président américain pourrait décider de se retirer de l'accord le jour suivant. C'est pour cette raison que, malgré un langage public extrêmement respectueux, presque flatteur, aucun engagement ferme n'a été pris lors de cette réunion. Les entreprises ont adopté une stratégie classique face à un pouvoir imprévisible. Dire oui en théorie, tout en repoussant toute décision concrète à plus tard. Oui, il existe une opportunité. Oui, avec des garanties adéquates, cela pourrait devenir envisageable. Oui, une équipe technique pourrait être envoyée pour évaluer l'état des infrastructures. Mais aucun chèque ne sera signé aujourd'hui. Trump a tenté de balayer ses hésitations par des techniques dignes de son livre The Art of the Deal. Il a affirmé que si ces entreprises ne voulaient pas saisir cette occasion incroyable, 25 autres faisaient exploser les standards téléphoniques pour prendre leur place. Il a suggéré une urgence artificielle, laissant entendre que l'opportunité pourrait disparaître si elle tardait trop. Mais ces dirigeants ne sont pas des novices. Ils ont vu ces tactiques de nombreuses fois. Ces dirigeants savent reconnaître un bluff quand ils en entendent un, ce qu'ils n'ont pas dit publiquement, mais que plusieurs sources ont confié anonymement à la presse financière, c'est que Trump lui-même est devenu un facteur de risque majeur. Un investisseur en capital investissement l'a résumé brutalement. Personne ne veut investir dans un pays où un simple tweet peut redéfinir toute la politique étrangère. Et cette phrase résume parfaitement le cœur du problème. Le capital déteste l'imprévisibilité. Il peut tolérer l'autoritarisme, il peut tolérer des régimes peu démocratiques, mais il ne tolère pas les changements imprévisibles. Investir 100 milliards de dollars dans le pétrole vénézuélien implique des années sans revenus. D'ailleurs, Amos Hochstein l'a expliqué clairement. Pendant au moins 3 ans, l'argent sortirait sans que le moindre dollar ne rentre. Et au moment où la production commencerait réellement à augmenter, Trump ne serait probablement plus président. Dès lors, la question devient inévitable. Qui garantira ces investissements après lui? Et quel gouvernement américain ou vénézuélien aura la légitimité politique? Car Trump a commis une autre erreur stratégique majeure. Il a profondément humilié une partie importante de la population vénézuélienne. En contrôlant leurs exportations, en redirigeant les revenus vers des entreprises étrangères, Trump a créé les conditions parfaites pour un futur retour de bâton nationaliste. Les compagnies pétrolières savent comment ce genre d'histoire se termine. Elles l'ont déjà vécu. Une fois que la situation politique change, elles deviennent les symboles d'une domination étrangère, et leurs actifs redeviennent des cibles légitimes aux yeux du nouveau pouvoir. C'est pour cette raison que même Chevron, la seule entreprise américaine encore présente sur le terrain, a adopté un discours extrêmement prudent. Devant Trump, elle a laissé entendre qu'une légère augmentation de production pourrait être envisageable à partir de ses installations existantes. Mais devant ses investisseurs, son directeur financier s'est montré beaucoup plus réservé, ne laissant entrevoir aucun plan d'expansion à court terme. Ce double discours n'est pas une contradiction, c'est une stratégie de survie. Trump, lui, voulait des résultats immédiats.
Il voulait pouvoir dire que dès le lendemain de l'opération, le pétrole coulait à flot, que les prix baissaient, que l'Amérique gagnait. Mais le pétrole ne fonctionne pas ainsi. Les infrastructures, les raffineries, les pipelines ne sont plus à l'état. Les ingénieurs qualifiés ont quitté le pays depuis des années. Remettre en marche un tel système prend du temps, énormément de temps, et surtout, une confiance durable dans l'environnement politique. Trump a peut-être réussi à choquer et impressionner le monde par une démonstration de force spectaculaire. Il a montré que les États-Unis pouvaient, à court terme, forcer un pays à obéir. Mais il a également révélé les limites de cette approche. La force peut imposer une soumission temporaire, mais elle ne peut pas transformer la réalité économique sur commandement. Elle ne peut pas effacer l'histoire. Elle ne peut pas convaincre des entreprises rationnelles d'ignorer des décennies d'expropriation, d'instabilité et de revirements politiques. C'est pourquoi le plan des 100 milliards de dollars reste pour l'instant un mirage. Un récit politique puissant, mais déconnecté des logiques profondes du capital. Et avec le recul de l'histoire, cette opération risque de ne pas apparaître comme la naissance d'un nouvel empire énergétique, mais comme l'illustration parfaite d'une vérité que Trump refuse obstinément d'accepter. On peut forcer un pays à genoux, mais on ne peut pas forcer les investisseurs à croire. Et surtout, si vous aimez cette analyse du Journal de l'innovation, abonnez-vous et likez la vidéo. Votre soutien est la clé pour aider cette chaîne à monter dans l'algorithme et continuer à vous apporter d'autres analyses. Merci d'avoir regardé. On se retrouve dans la prochaine vidéo.